Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top de films de l'année 2020 parce que oui, ça fait quand même un petit moment que je devais le faire, je m'excuse, mais encore une fois j'ai pas beaucoup de temps. Mais je me suis dit qu'avant de démarrer les critiques des films de 2021, du moins des certains films que j'avais prévus en plus, il fallait faire le top 2020. Même si c'était pas une année grandiose, il y a quand même des films que j'ai beaucoup aimés et que je pense qu'ils devraient être défendus. Mais avant, on va commencer par les films que je n'ai pas vus, c'est-à-dire les films que j'ai vus dans des tops, mais que malheureusement je n'ai pas pu voir par manque de temps ou tout simplement parce que j'ai pas pensé à aller les voir. À commencer par La Voie de la Justice, qui apparemment est bien, mais comme j'ai pas pu le voir, je regrette un peu parce que j'aime bien Michael B. Jordan en plus. Donc on verra, je rattraperai ça probablement dans l'année courant 2021, mais en attendant... Ensuite, le seul film que j'ai vu dans les tops et que j'aurais bien aimé mettre si je l'avais vu, c'est Manque. Manque qui apparemment est un film intéressant, mais je sais pas ce que ça raconte, je sais pas ce que c'est. C'est surtout le nom du réal qui m'intéresse, et puis voilà. Bon, à part ces deux films, là je vais parler de deux films que je n'ai pas mis dans mon top 10, parce que tout simplement, soit je les ai pas trouvés assez bons pour être dans le top, soit c'était pas intéressant. À commencer par Tenet. Alors Tenet de Christopher Nolan, j'ai vu que certains l'avaient mis dans leur flop. Je ne vais pas dire que je ne les comprends pas. C'est vrai que Tenet est un peu compliqué à comprendre dès le premier visionnage, qu'il faut le revoir plusieurs fois. Par contre, ceux qui disent que c'est un peu matu vu, voire que c'est tout simplement Nolan qui a fait un film assez médiocre comparé à ce qu'il fait d'habitude, c'est vrai que c'est pas son meilleur film. C'est même son moins réussi de ce que j'ai vu, à savoir Interstellar, sa trilogie Batman qui reste pour moi une excellente trilogie, et il me semble que j'ai vu Inception aussi, donc oui, dans l'ensemble c'est vrai que comparé à sa filmographie, ou du moins des moyennes que j'ai vues de sa filmographie, ça vole pas très haut. Cependant Tenet n'est pas un film que je veux considérer comme mauvais. Alors bien entendu, j'ai dit les défauts que je reprochais, le personnage principal qui n'a pas de nom, le fait qu'on comprend pas tout la première fois qu'on voit le film, et surtout le plus gros problème du film pour moi, c'est surtout le fait que ça manque de développement pour les personnages. Robert Pattinson dans ce film il est déjà accompli, en fait il change pas comparé à ce qu'il est au début, sauf si t'apprends 2-3 trucs sur lui, et même le protagoniste, j'ai pas l'impression qu'il ait évolué à la fin. J'ai toujours l'impression que c'est la même personne, le mec qui veut sauver des vies, sauf que là c'est quelqu'un qui l'intéresse un peu plus. Donc c'est vrai que Tenet, quand je me fie à ça, c'est pas le meilleur des Nolan, c'est même le moins réussi. Mais c'est pas non plus un film que je mettrais dans le flop parce que Nolan a quand même toujours un sens de la mise en scène très bien maîtrisé, et les scènes d'action, même à l'endroit à l'envers, on arrive à suivre. Quand je me plains du fait qu'on n'arrive pas à suivre le film, c'est pas par rapport aux scènes d'action, c'est plus par rapport au fait que il y a certaines scènes que je ne comprends pas. C'est tout. Mais quand je dis certaines scènes que je ne comprends pas, c'est pas par la mise en scène, c'est par le déroulé de la scène. C'est ça qui est différent. En tout cas, ce film, il n'est pas dans le top. Et l'autre film que je n'ai pas mis dans le top, En Avant. Alors, En Avant est un Pixar, j'aurais adoré le mettre dans mon top, mais il y a juste un petit problème, c'est que comparé aux autres Pixar que j'ai vus, et vraiment tous les autres Pixar, du moins la majorité, je n'ai pas eu cette petite touche d'émotion qui m'a donné envie de m'impliquer avec les personnages. Le personnage principal est attachant en soi, un petit gamin qui veut revoir son père qu'il n'a pratiquement jamais connu, mais même sans ça, j'ai pas été très investi. Après, l'univers d'En Avant reste magnifique, je ne dirai jamais le contraire. L'univers, le développement des personnages, même le doublage VF reste bon. Mais à côté, le plus gros problème pour moi de En Avant, c'est le manque un peu d'émotion, du fait qu'on n'a pas cette touche émotionnelle qui nous touche en général quand tu regardes un Pixar, et aussi le fait que ça reprenne le schéma Tom Holland et Robert Downey Jr., à savoir Spider-Man et Iron Man dans le MCU. Osez me dire que c'est pas le même modèle. Et c'est dommage parce que En Avant avait de vraies capacités et c'était un film avec beaucoup d'intérêt. Mais le problème c'est que si pour moi le film se résume à refaire le même schéma, et vraiment le même schéma mais limite au calqué de Tom Holland et de Robert Downey Jr., du fils qui a besoin de son papa, je suis désolé mais je trouve pas ça intéressant. Encore dans Spider-Man, je peux comprendre pour Homecoming, mais si vous me refaites ça pour En Avant, sachant que le contexte n'est pas très différent, la seule différence c'est que là il veut ramener son père à la vie, là je vais pas accrocher des masses. Et non, c'est pas dû au fait que Tom Holland est la version que j'aime le moins de Spider-Man, au contraire, Tom Holland est une bonne version. Donc non, ce Pixar n'est pas dans mon top. Nous démarrons avec un film d'horreur que j'avais beaucoup envie de soutenir, et pourtant le film en lui-même, j'en attendais rien à la base, Invisible Man. Alors Invisible Man, pour vous rappeler, c'est une femme qui est maltraitée, qui s'enfuit de chez elle, mais qui est pourchassée par un être invisible et elle est persuadée que c'est son mari. En soi, le concept, il a pas l'air génial, mais honnêtement, le film est très bon en termes de développement de personnage, surtout du personnage principal, en termes de jeu d'acting, et même en termes de mise en scène et de tension, tu arrives vraiment à ressentir de la peur pour le personnage principal. Après, je vais pas dire non plus que le film est parfait, il y a quand même des choses qui m'ont un peu perturbé. Par exemple, j'ai le fait que la bande-annonce nous ait peut-être un petit peu trop dévoilé du film.
Un petit peu, hein, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop être spoilé du film. Après c'est pas comme Donnez-moi des ailes où là par contre on nous a spoilé tout le film avant qu'il sorte. Et le personnage d'Emily que j'avais pas trouvé très utile, je crois que c'était sa sœur ou son amie d'enfance, je sais plus. En tout cas c'est quelqu'un qui aidait Cecilia. Mais à part ça le film je l'ai vraiment trouvé très bon, je trouve qu'il est à soutenir. Et vu que c'est assez rare d'avoir de très bons films d'horreur, comme vous pourrez le voir quand on fera le flop, et ben j'avais envie de mettre ce film en 10e pour le soutenir. Il est peut-être pas exceptionnel et je me fie à ce qu'on a eu cette année, mais ça reste un bon film. Ensuite, nous avons un film Disney Live que je pensais pas mettre dans mon top, je suis très surpris, mais finalement je l'ai mis. Togo de Disney, qui était sur Disney Plus à sa sortie. Togo, c'est un film auquel je ne m'attendais à rien, même si l'histoire avait l'air intéressante, et même pour William Dafoe j'ai fait l'effort, et au final le film a été meilleur que ce que je croyais. Alors en termes de musique et de mise en scène, je trouve que le film est très bien géré. En termes d'effets spéciaux, il y a peut-être quelques lacunes malgré que j'ai trouvé ça d'assez bonne qualité. Les décors avec la neige et les chiens de traîneau, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et vraiment, ce qui fait la plus grande force du film selon moi, c'est la relation entre Togo et son maître William Dafoe. C'est ce qui tient tout le film et c'est ce qui le tient très bien. Même dans le développement flashback, je trouve que c'est bien fait. C'est pas parfait, mais c'est bien fait. Après, si j'avais une chose à reprocher, ça serait peut-être le fait que William Dafoe, quand on essaie de le faire paraître plus jeune dans le flashback, on n'a pas l'impression qu'il paraît plus jeune. C'est assez étonnant parce que quand tu vois la technologie qu'on a, ou même justement les dons de maquillage pour certains pour rendre un personnage plus jeune, ou même plus vieux, là j'avoue pour William Dafoe, j'ai pas été très convaincu du fait qu'il était plus jeune. Ça et l'émotion qui, malgré qu'elle soit travaillée, n'a pas été assez puissante envers moi. Mais à part ça, le film Togo était vraiment une très bonne surprise que je vous conseille de voir. C'est peut-être un des rares films live Disney Plus que je vous conseillerais, même si j'en ai pas vu des masses. Hein. Ensuite, en numéro 8, nous avons Dark Waters. Dark Waters qui est une biopic. Une biopic, en général, j'accroche pas des masses au cinéma, dans le sens où c'est pas ce que je regarde le plus, mais j'en avais trouvé des intéressantes. Et là, je trouve que Dark Waters, c'est une très bonne biopic. Là, ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est vraiment un film qui te vend vraiment la réalité et les conséquences des actes des eaux polluées à travers le personnage de Mark Ruffalo et bien entendu aussi du personnage secondaire qu'il essaye d'aider. Mais en tout cas, déjà sur le jeu d'acteur, je trouve que le film s'en sort bien. Mark Ruffalo et Anna Thaoué sont vraiment très bons. En même temps, Anna Thaoué, c'est une actrice que j'adore. L'histoire en elle-même se tient, et un truc que j'aime bien aussi, c'est la photographie. Je trouve que le choix de la photographie, du type d'esthétique, est très bien choisi pour cette biopic. Après, j'ai pas trop aimé la VF. Je comprends pas pourquoi Mark Ruffalo n'a pas retrouvé la voix qu'il a dans le MCU, mais en soi, est-ce que c'est dramatique? Non. Et Anna Thaoué, je crois qu'elle n'avait pas sa VF officielle non plus. Après, je disais que la photographie était bien dans la majorité, mais quand tu prends la photographie des années 2010, j'ai un petit peu plus bloqué. Enfin, le dernier truc que je reprocherais, c'est peut-être les personnages secondaires qui sont pas aussi investis que les personnages principaux. Mais c'est tout, à part ça, le film est une très bonne biopic qui fait très bien son travail, et je vous recommande de la regarder. Après, je ne sais pas si cette biopic a vraiment été réaliste dans la majorité, mais en tout cas, à travers ce qu'il a fait, j'ai vraiment trouvé la biopic très intéressante, limite dépressive. Numéro 7, Adieu les cons. Adieu les cons qui est le dernier film que j'ai vu au cinéma avant le deuxième confinement. Adieu les cons, c'est vraiment une poésie limite. L'histoire est magnifique, les personnages principaux joués par Virginie Efira et Albert Dupontel sont géniaux, et même le personnage secondaire qui les accompagne, Monsieur Blin il s'appelle, et Monsieur Blin il est hilarant. J'ai aimé Monsieur Blin. Là Monsieur Blin, il m'a fait un peu penser à l'enfant, comme s'il était un peu l'enfant des deux, mais j'ai vraiment adoré les personnages. Les personnages c'est ce qui porte le plus le film. Accompagné à ça une mise en scène travaillée, des musiques de très bonne qualité aussi. Je trouve que Albert Dupontel, qui est aussi le réalisateur, a très bien choisi les musiques. Et bien évidemment, je ne pouvais pas juger de la filmographie d'Albert Dupontel, étant donné que le seul que j'ai vu avant c'était Au revoir là-haut. Mais Au revoir là-haut que j'avais trouvé très très bon, voire excellent. Là, j'ai pas préféré à Au revoir là-haut, mais je trouve vraiment qu'il a fait un très bon film sur une très belle histoire, avec des personnages très attachants. Vraiment, je le redis, mais les personnages c'est le meilleur point du film. Ça et le fait aussi, j'ose le dire, que c'est un film français qui m'a bien fait rigoler. Et purée, moi je veux plus de films comme ça en termes de comédie. Je veux plus soutenir des films comme ça que de encourager des films de merde dont on parlera dans le flop. Hein. Mais vraiment, ce film en termes d'humour, il est bien. Il fait rigoler. Bon, je peux pas dire si j'ai rigolé autant ou plus que dans Le Grand Bain, mais en tout cas, celui-là, il m'a bien fait rigoler. Et je vous conseille vraiment de le regarder. J'étais obligé de le mettre dans mon top. Après, si j'avais des choses à reprocher au film du fait qu'il ait une place aussi basse, malheureusement, ça serait peut-être l'inspecteur que je trouve extrêmement casse-pied dans ce film. Mais vraiment, hein, c'est même pas l'inspecteur insistant qui essaye de comprendre son rôle, c'est vraiment l'inspecteur qui est là pour faire le comique. Et peut-être quelques choix de mise en scène que j'ai pas compris, comme le tournis pendant les interrogatoires.
Mais à part ça, le film, encore une fois, est très bon et je vous recommande chaudement de le voir si ce n'est pas déjà fait. Numéro 6, le cas Richard J. Wells, réalisé par Clint Eastwood. Là, je précise parce que Clint Eastwood, c'est quand même une légende du cinéma. Alors, si on oublie le fait que Clint Eastwood enchaîne pas mal de films maintenant, hein, parce que bon, il y a La Mule qui est sorti en 2018 ou 2019, bah je trouve quand même qu'il a quand même beaucoup de talent encore, Clint Eastwood. Mais là, le cas Richard J. Wells, encore une biopic, mais une biopic tellement touchante. J'ai vraiment été touché par le personnage de Richard J. Wells, le mec qui cherche du boulot. Alors bien évidemment, il galère, il trouve un boulot dans la sécurité, tant mieux, on est content pour lui. Il déjoue un attentat à la bombe, et les flics vont jusqu'à l'accuser à cause d'une journaliste véreuse. Ah, j'ai jamais eu autant de peine pour un personnage dans une biopic de ma vie, je pense. Mais honnêtement, Richard J. Wells, vraiment, il fait de la peine. Après, peut-être que l'acteur principal n'est pas totalement investi dans le rôle, ou alors c'est peut-être Clint Eastwood qui lui a dit réserve-toi exprès. Mais en tout cas, ce film, rien que pour le personnage principal Richard J. Wells, qui est réellement touchant, c'est magnifique. Même Sam Rockwell, un avocat qu'il a juste rencontré comme ça et qui veut l'aider, c'est beau. Et la mère de Richard J. Wells dans le film, c'est le personnage le plus touchant. Celui pour qui on a le plus de peine. Bon, je vais pas vous dire comment ça finit le film, hein, je vous conseille de le regarder à la place. Mais en tout cas, ce film, très bien travaillé du début à la fin. Clint Eastwood a su faire du très bon travail, toujours avec une mise en scène maîtrisée, des musiques bien choisies, et des acteurs investis, excepté l'acteur qui joue Richard J. Wells. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas été assez investi. Donc Richard J. Wells, très bonne biopic, et numéro 6, c'est bien, je trouve. C'est dur à faire quand même le top cette année, je trouve. Numéro 5, je vais peut-être me faire démonter par certaines personnes pour l'avoir mis, mais je m'en fous, c'est mon top, je fais ce que je veux, respectez mes goûts, je respecte les vôtres. My Hero Academia, Heroes Rising. Oui, j'ai adoré ce film. Mais c'est pas comme Dragon Ball Super Broly. Dragon Ball Super Broly, j'avais aimé parce que c'était vraiment la renaissance de Dragon Ball Super. Enfin, plutôt de Dragon Ball, excusez-moi. Et là, tu as un film qui se concentre sur nos héros qui sont en stage. Oui, en stage, ils sont sur une île, ils font leur stage de héros. Et il y a un nouveau méchant qui apparaît pour un alter qui veut voler à un gosse. Un alter spécial qui permettrait de le soigner. Alors, j'ai vu des reproches du film, hein, que je respecte, comme quoi, déjà, le méchant serait une copie du All for One. Oui, pas du pouvoir d'All Might, mais d'un méchant qu'on a vu dans la série. Oui, c'est possible, je ne critique pas. Mais en tout cas, il est puissant, je suis désolé. Moi, tu me mets un méchant puissant face au héros comme ça, c'est intéressant. Mais c'est pas ça, moi perso, que je reproche en termes de critique, même si je les respecte. C'est qu'on m'a dit que le film avait été écrit comme une fanfiction. Alors, je vais vous informer d'un truc. Un truc que je pense sincèrement. Je n'aime pas les fanfictions. Je n'aime pas les fanfictions en général parce que je trouve que c'est écrit juste en termes de fanbase qui veut réaliser ses fantasmes, plutôt que comme des vrais scénaristes qui réfléchissent derrière. Mais là, dans le cas précis, je suis pas d'accord pour dire que c'est une mauvaise fanfic. Parce qu'il existe des bonnes fanfics qui peuvent être bien écrites. Je me rappelle d'une fanfic que j'avais vue, on ne juge pas, sur Erza et Jubia qui commençaient à s'attirer l'un l'autre, on va dire. Erza qui était bourré, je ne sais quoi. C'était pas exceptionnel, mais en termes d'écriture, ça voulait faire une bonne intention sans trop réaliser le fantasme. La preuve, ça se finit même pas par une scène de cul, pour dire. Mais là, dire que c'est une mauvaise fanfiction, je ne suis pas d'accord. Même dans le dénouement final, en fait, hein, je comprends que ça peut en perturber certains, mais je comprends pas pourquoi on dit que ça fait fanfiction. C'est pas parce qu'un fantasme a été réalisé pour les fans ou que ça fait plaisir aux fans que ça en fait une mauvaise histoire. J'ai même envie de dire, c'était le dénouement logique. Quand tu vois que Deku, Bakugo, que tous les étudiants se sont surpassés dans leurs limites et qu'ils n'ont plus aucune chance, qu'est-ce qu'il faut faire pour Deku? Eh bah pas choix, le rival et lui s'unissent, mais dans un autre sens du terme, dont je vous dirai pas ici, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le meilleur moment du film. Mais voilà. Bon, après je suis d'accord que dans la résolution, c'est un petit peu con. C'est un petit peu trop facile dans la résolution. Et il est vrai que le schéma scénaristique a été repris par rapport au premier film. Et j'ai bien dit schéma scénaristique. Ce qui veut dire que la base en fait a été reprise. Mais pas toute l'histoire en elle-même. Parce que dans le premier film, Two Heroes, pour ceux qui se souviennent, Deku et ses amis étaient prisonniers. Enfin, du moins, tout le monde était prisonnier, il y avait que eux qui pouvaient sauver la situation. Bah là, c'est un peu pareil, mais la différence, c'est que personne à UA n'a de contact avec eux. Donc personne ne peut venir les aider. Et quand ils arrivent trop tard. Donc de ce côté-là, oui, le schéma scénaristique a été repris. Et je comprends qu'on reproche pas mal de choses à ce film. Mais j'étais obligé de le mettre dans mon top. Mais là, contrairement encore une fois à Dragon Ball Super Broly, c'est pas un petit film où j'ai vu une petite renaissance qui m'a fait plaisir. Là, c'est vraiment un film, parce que déjà, je suis fan de l'animé de base de My Hero Academia, j'adore le manga et l'animé, mais là, vraiment, c'est un film qui m'a fait réagir en mode mais épique, il y a tout ce qu'il faut pour un bon film, là. Pas forcément un film épique, et je peux comprendre que vous n'acceptiez pas qu'il soit dans ce top, mais pour ma part, j'ai réellement adoré ce film, et j'étais obligé de le mettre dans ce top. Même les moments d'émotion sont exceptionnels. Quand je vois des étudiants qui tombent ou quoi que ce soit de UA, je me dis mais non, mais
est-ce qu'ils vont perdre? Alors oui, on sait très bien, c'est un film, ils peuvent pas totalement perdre non plus. Mais je me suis fait avoir. Et en termes d'émotion, je suis désolé, mais le combat final, il m'a fait ressentir des frissons. Donc voilà, My Hero Academia Heroes Rising, très bon film que je recommande aux fans. Et même si ça fait écriture de fanfiction, ça fait une bonne fanfiction. En numéro 4, nous avons un film d'un réalisateur qui m'avait un peu déçu avant, mais qui finalement remonte la pente avec ça. The Gentleman de Guy Ritchie. Alors pour ceux qui se souviennent, Guy Ritchie, il a fait les 2 Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. qui n'était pas mal du tout. Il a fait Aladdin Live qui divise, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, je ne me prononcerai pas là-dessus, je l'ai déjà fait. Mais moi personnellement, là, si je devais le retenir, ça serait pour ce film qui est vraiment magnifique. Un film de gangster, peut-être pas au niveau d'un Scorsese, mais quand même fait avec beaucoup d'intention et beaucoup de travail. Là, Guy Ritchie, tu sens qu'avec ce film, il s'est dit, faudrait peut-être que j'arrête de faire des conneries. Et oui, Guy Ritchie, en effet, tu as arrêté de faire des conneries et tu nous as offert un film génial. Mais vraiment, le film est génial, j'ai adoré. Autant les films de gangsters, je suis The Irishman par exemple de Martin Scorsese, j'avais apprécié, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que 3 heures, plus de 3h30, ça se sent. Alors que là, vraiment, Gentleman, un film de gangster très bien réfléchi avec des personnages bien développés. Et je pense que je ne citerai jamais assez la phrase que je préfère du film. Quand le lion a faim, il dévore. Et putain, rien que pour cette phrase, j'avais envie de voir le film. Vous rajoutez à ça un Matthew McConaughey qui joue à fond ce rôle de gangster, et même les personnages secondaires qui jouent très bien. Il y a que du bon dans ce film. J'ai adoré vraiment du début à la fin les décors, la manière de mettre en scène. Je suis pas un grand fan de tout, mais là je trouve qu'il a fait du progrès. Et cette lutte de pouvoir entre tous ces gangs, c'est génial. Et même la révélation finale par rapport au personnage principal joué par Matthew McConaughey, c'est génial. Vraiment, je m'y attendais pas, hein. J'ai été surprise, c'est vraiment un très bon point ça. Si je devais reprocher certaines choses, c'est la traduction. Je regrette que la traduction ait enlevé ma phrase préférée de la bande-annonce, du moins ils l'ont changé. Ouais, c'est un détail, mais moi ça a joué dessus. Des moments d'humour pas très drôles aussi. Il y en a qui marchent bien, mais il y en a d'autres qui marchaient pas beaucoup, je trouve. C'est ça aussi que j'ai pas trop aimé du film. Et peut-être quelques mini-longueurs dans certaines scènes. Mais globalement, le film est un très bon film de gangster que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on rentre dans le top 3, donc ça risque peut-être de vous choquer. Numéro 3, 1917. Alors 1917, c'est juste l'histoire d'un soldat qui doit aller livrer un message pour éviter une tuerie. Et mine de rien, c'est très efficace. Vraiment, ce film, c'est juste une livraison de message. Mais c'est une livraison de message avec tellement de tension et une très bonne mise en scène avec des plans séquences très bien gérés. Tu arrives à avoir peur pour le personnage principal, qui est très bien joué au passage, enfin les personnages principaux parce qu'ils sont 2, mais honnêtement le film est juste magnifique. Après mes regrets par rapport à ce film, c'est d'abord que certains acteurs très populaires soient un peu mis de côté, comme Benedict Cumberbatch, quand même c'est un acteur de renommée, donc le voir dans une espèce de petit rôle comme ça fait un peu bizarre. Je suis pas contre, hein, mais ça fait bizarre. Et sinon, bah c'est un événement assez important que je peux pas vous spoiler, mais disons que c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop tôt. Mais en attendant, ce film est vraiment magnifique, il a su me surprendre. Sur ses décors aussi, parce que mine de rien, les décors sont super bien faits. Et même en termes de plan séquence, je sais pas s'ils ont tourné dans de vrais endroits ou s'ils ont tourné en studio. Je pense que ce sont dans des lieux extérieurs. Mais en tout cas, ce film est juste magnifique. En termes de plan séquence, ça a été très travaillé dans sa mise en scène, dans beaucoup de choses. Même les costumes de la guerre sont très réussis. Après, certains pourraient reprocher le fait qu'il n'y ait pas assez de sang par rapport au meurtre. Honnêtement, je crois pas que ça soit grave. Je suis contre la censure, mais je crois pas que ça soit si grave. Et ça reste un excellent film que j'ai adoré, un de mes préférés de l'année. On passe au numéro 2, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Alors Makoto Shinkai, je rappelle que c'est le réalisateur de Your Name. Your Name qui est un chef-d'œuvre de l'animation japonaise pour moi, même si c'est pas mon préféré. Je préfère Les Enfants Loups à Miyuki. Mais en tout cas, ce film-là, Les Enfants du Temps, je l'attendais impatiemment et j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Merci beaucoup, parce que ce film est merveilleux. En termes d'émotion, en termes de personnages et de développement, même en termes d'humour, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes blagues, mais l'animation, elle est juste... Oh là là, l'animation, elle est magnifique. Vraiment, ce film, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu dès le début de l'année. Et je pensais que ça serait descendu avec le temps, mais même pas. Je me le suis refait là récemment et j'ai adoré ce film. Même encore aujourd'hui, je me dis mais putain, mais Les Enfants du Temps, mais c'est énorme comme film, c'est magnifique. Et oui, ce film est magnifique. Après, les seuls trucs que je reprocherais au film, c'est surtout les placements de produits que je trouve un peu abusés pour certains, même si c'est bien animé et bien dessiné. Mais à part ça, le reste est exceptionnel. L'émotion, la relation qui se crée entre les personnages, le développement des personnages, leur situation, de l'inattendu, il y a tout ce qu'il faut pour faire un très bon film d'animation. Mon seul regret, et c'est personnel, c'est le fait que beaucoup le comparent à Your Name et disent ouais mais comparé à Your Name c'est pas ouf. Je suis pas d'accord avec ça.
Pas dans le sens où Your Name n'est pas au-dessus, attention, Your Name est au-dessus, hein. Your Name pour moi est meilleur. Mais Les Enfants du Temps, je le trouve quand même excellent. À part si tu enchaînes Your Name et Les Enfants du Temps, je vois vraiment pas pourquoi Les Enfants du Temps seraient si en dessous de Your Name. Mais à part ça, le film est vraiment exceptionnel. Les Enfants du Temps est excellent et je vous conseille de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, le voir au cinéma a été une grande chance et je remercie le Café des Images de Caen. Et là on passe au dernier film que je mettrai en premier du top et j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Soul. Alors j'ai déjà expliqué avec En Avant pourquoi En Avant je ne voulais pas le mettre dans le top. Et Soul en fait c'est le contraire d'En Avant. Là où En Avant j'ai pas ressenti cette petite touche d'émotion qui me donnait envie de pleurer ou quoi que ce soit, je l'ai ressenti avec Soul. Soul j'étais triste. Soul j'avais envie de m'investir avec le personnage que je comprenais, mais dont je comprenais aussi les défauts et l'évolution dont il avait besoin. Ça et même 22. 22 est un super personnage. Honnêtement ce film d'animation Pixar, pourquoi il n'est pas sorti au cinéma? Sérieux, c'est vraiment un des seuls vrais gros reproches que je ferais à ce film. Pourquoi il n'est pas sorti au cinéma? C'est scandaleux. On aurait dû l'avoir au ciné. Bon après nos ciné sont fermés, d'accord, mais on aurait dû l'avoir au ciné. Ce film est excellent en termes d'émotion, d'histoire, de relations qui se créent maître-élève. Franchement, j'ai adoré le film sur beaucoup de points. Même l'humour, la majorité des blagues sont drôles. C'est pour ça que je regrette que ce film, malheureusement, ne soit pas sorti au cinéma. Parce il pouvait sortir au cinéma. Parce qu'il aurait pu sortir au cinéma si ça avait été ouvert. Et honnêtement, moi, j'y serais allé sans hésiter et j'aurais adoré le film. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Le film est réellement excellent. Bon, j'ai bien reproché 2-3 trucs dans ma critique, hein, pour ceux qui l'ont vu. Surtout quelques interventions avec 22. Mais ce film pour moi est réellement le meilleur film de l'année 2020. Ce n'est que mon avis encore une fois, mon top est personnel, mais j'avoue que je ne me voyais pas mettre un autre film cette année. Sur ce, c'était mon top 10 de l'année 2020, j'espère qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre top 10 en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!